Eh bien, bonjour dans ce nouveau podcast, le 6. Je suis Salut à avec tous. Anthony Weiss, alias Retano, le premier coach en France qui fait du coaching en caravane et qui a Ça d'excellents résultats. marche. Et ça marche. Et ça marche. Et Et ça ça marche. marche. Comme quoi, Bon, quoi toujours qu'il un arrive, plaisir ça. de vous retrouver chaque semaine et n'hésitez pas à laisser des commentaires et à liker, évidemment, et même à partager si ça vous a plu, si vous voulez faire partager d'autres personnes. Donc voilà, allez, c'est parti. On y va. Première question de la semaine. Oui. Alors, donc c'est Marine Treibert. Qu'est-ce que vous pensez des acides aminés pour la récupération? Est-ce qu'on en a à lui conseiller en particulier, quoi? Des acides aminés, il ne faut pas oublier que les acides aminés, c'est quoi? C'est la structure en fait d'une protéine complète en fait. Donc, qu'est-ce qui constitue une protéine? Ce sont des acides aminés complets. Donc, au lieu de prendre des acides aminés comme ça après l'entraînement, mange, mange une source de protéines. Ça sera déjà plus complet. Et puis, je ne vois pas trop l'intérêt en fait de prendre juste des acides aminés seuls comme ça après un entraînement en tout cas. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Je suis d'accord, je n'en fais pas utiliser, Voilà. donc je suis d'accord. Un Pas repas, d'uti- tout simplement. pas pas Voilà. d'utilité pour les acides aminés. Voilà. À toi, question suivante. Alors, la question. Ah, ok. Comment gérer un très gros écart, genre un anniversaire, lorsqu'on mange beaucoup et on risque de boire aussi beaucoup d'alcool? C'est Smart Betronos. Compliqué ce pseudo. D'accord. Comment tu fais, toi? Alors, je vais expliquer comment je procède avec mes clients. Donc, la première des choses, c'est que je leur mettrai un mawashi dans la tête. Donc, non, sérieusement. Donc, la première des choses, c'est de ne pas culpabiliser parce que la culpabilité, pour le coup, ça ne va absolument rien arranger. Psychologiquement, ça va nous torturer, ça va plutôt nous démotiver et on va avoir tendance à agir de manière irrationnelle, comme ne plus rien manger après pendant des jours, faire des tonnes et des tonnes de cardio d'entraînement, ce qui ne va absolument pas améliorer la situation, contrairement à ce qu'on croit, puisque le métabolisme va, si on mange plus, par exemple, complètement se bloquer. Enfin bref, c'est pas la solution. Donc, par contre, ce que j'aime bien faire, c'est à ce moment-là faire un bilan, à savoir physique, pour voir un petit peu le poids et les mensurations comment elles ont été modifiées, parce qu'on sous-estime souvent l'impact que ça a sur le corps. Et le fait de faire ce bilan fait réagir et ça ancre psychologiquement cet écart dans ta mémoire pour le prochain. Parce que euh, autant il ne faut pas culpabiliser, autant il faut savoir assumer, à savoir que si ton but, par exemple, est de sécher, lorsque tu fais ce genre d'écart, ça va te faire perdre énormément de temps. Généralement, un gros écart comme ça, surtout quand il y a de l'alcool, il faut bien 2 semaines avant de reprendre la progression de base et reprogresser. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais voilà, généralement, ça prend bien 10 jours, 2 semaines selon les métabolismes. Ouais, chez une femme surtout. Chez un homme, peut-être un peu moins, mais une femme, ça peut vraiment ralentir vraiment longtemps. Ouais. C'est- Voilà, donc ça impacte directement la progression. Si on veut prendre du muscle, ça va freiner la prise de muscle et faire prendre du gras. Si on veut perdre du gras, ça va freiner énormément la perte de gras, voire en faire reprendre sur le coup, ou du moins de la rétention d'eau. Donc voilà, donc ne pas culpabiliser, assumer et derrière réagir de manière intelligente. À savoir, pour moi, c'est si sa diète et son entraînement d'avant fonctionnaient, reprendre exactement sur la même chose. Je ne suis pas du tout pour, et c'est mon avis, hein, attention, je n'ai pas la science infuse, pour derrière un écart de ce genre se dire, ouais, j'ai fait un gros écart, alors je vais réduire ma diète, je vais couper mes glucides, etc. Parce que oui, peut-être, ça rattrape plus vite l'écart, mais après, on fait quoi? Parce que tu as fait chuter tes glucides d'un coup, tu as perdu, ok, tu es revenu à ton point d'avant, mais ton métabolisme, il a chuté, tu es revenu à ton point d'avant, mais à ton point d'avant, tu voulais encore progresser, mais là, tu es bloqué. Donc, je ne suis pas du tout fan de ce genre de méthode de faire un écart et compenser derrière. Il ne fallait pas faire l'écart, tu vois. Si tu voulais, c'est pas la bonne stratégie en fait de se dire ça pour moi. C'est bon, je peux faire un écart, je compenserai derrière. Tu vois, pour moi, de mon expérience, c'est le pire à faire pour la progression. Pour ça que d'ailleurs, que je suis pas du tout pour les cheat meals, de se dire je défonce tout le samedi, les 6 autres jours, je fais la diète. C'est le pire pour freiner au ralenti, progresser au ralenti pour moi. Voilà, donc je suis partisan de déjà minimiser ce genre d'écart. L'alcool, je suis pas du tout d'accord quand on veut progresser
Je vois pas, voilà, pour moi, c'est pas intelligent, un choix intelligent du tout. La bouffe, ça se discute, hein. On peut avoir un anniversaire, quelque chose comme ça, et voilà, de temps en temps, manger. Mais derrière, il faut réagir intelligemment. Voilà, à toi. Tu as commencé le ramadan ou t'as des gens, enfin, t'as des amis qui font le ramadan, enfin, qui vont commencer le ramadan ou pas encore là? J'ai beaucoup de clients qui font le ramadan, à peu près peut-être une trentaine, voire quarantaine qui font le Bon. ramadan. Donc, je suis en train. Ils t'ont déjà mis du henné sur les doigts? Ah, t'es con. Non, c'est le temps des compètes. C'est le, temps- c'est le temps des compètes. J'ai Ouais. remarqué ça, j'ai vu tes doigts plein de. J'ai l'impression que c'était du henné. Je croyais que tu allais dire ça par rapport à la diète. Je comprenais pas. Comme le ramadan, là, au moment où on enregistre, le ramadan va commencer. Donc, Ouais, c'est non, clair. non, non. C'est Alors, le temps. ouais, c'est le calme. Alors ouais, alors bon, ce qui peut être pas mal, c'est d'essayer d'anticiper cet écart. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien faire personnellement, c'est que quand je sais que j'ai vraiment un dîner qui va être wall again complet, c'est vrai que j'essaye, par exemple, déjà de ne pas prendre de petit-déj, de manger le midi une source de protéines avec beaucoup de légumes. Et puis après, je me réserve, tu vois, par exemple, pour le soir. Ça permet sur la journée déjà de limiter pas mal de calories, de conserver quand même suffisamment de protéines pour pas taper dans le muscle. Donc ça, c'est une stratégie que j'aime bien, mais moi, je le fais, en fait, je l'anticipe plus que de vouloir, comme tu as dit, se mettre à la rue après 2-3 jours derrière, parce que malheureusement, se mettre à la rue 2-3 jours derrière, c'est un bon moyen aussi de recraquer aussi. Parce que faire 2-3 jours à la rue, c'est un bon moyen d'être méga frustré et de repéter un câble et de rebouffer. Et comme ça, tu fais l'effet yo-yo. C'est-à-dire que tu te mets à la rue pendant 3 jours, tu refais un shit et tu refais. Tu vois, c'est l'enfer complet, quoi. Et psychologiquement, c'est vrai que c'est très difficile derrière. Je ne sais pas si ça te le fait, mais moi, par exemple, quand je mange beaucoup comme ça, alors le lendemain matin, je me réveille, j'ai pas forcément très faim. Hmm. Donc ça va. Donc je peux sauter, par exemple, pourquoi pas le petit-déj. Mais si après, je veux être strict et tout ça, je ne sais pas pourquoi, j'y arrive presque le dimanche. On va dire que c'est samedi soir. J'y arrive presque le dimanche. Le dimanche soir, je commence à avoir très faim. Et le lundi, putain, j'ai du mal à me contrôler. Tu vois, c'est bizarre comme sensation. Donc je peux Hmm. anticiper le truc. C'est-à-dire que le jour même, ben, je mange très, très peu, en fait. Je garde surtout de protéines et pourquoi pas beaucoup de légumes. Je fais mon repas et puis le lendemain, je reprends quasiment ma diète classique. Peut-être que je ne prends pas de petit-déj, parce que généralement, quand tu manges beaucoup, tu n'as pas forcément hyper faim quand tu lèves le lendemain matin. Mais je reprends après ma diète normale, après le midi, mais sans partir dans une frustration et dans un truc, comme tu as dit, hyper strict. Voilà. Comme tu dis, il faut aussi assumer le bordel. On l'anticipe, on prévoit. Et puis, je trouve que ça passe beaucoup mieux et tout ça. J'en profite pour faire un petit aparté, notamment sur les cheat meals. Et c'est vrai que souvent, on voit des personnes où le week-end, sur une journée ou sur un repas, c'est ouvert à tout et ils mangent tout et n'importe quoi à des quantités astronomiques. Et il n'est pas rare de voir des personnes qui bouffent entre 6 000, 8 000, 10 000 calories sur une journée parce qu'ils ont fait leur cheat ou même sur un repas. Moi, je connais des gens qui bouffent pendant 2 heures et puis, du coup, toutes ces calories ingérées, si vous voulez, ça rattrape un peu votre déficit calorique sur chaque jour de la semaine. Donc, en fait, ça annule votre perte calorique. Donc, c'est pour ça que ça va peut-être sur des très gros gabarits. Et là, ça a moins d'impact. Mais par exemple, sur des femmes, généralement, vous rattrapez en fait toutes les calories que vous avez perdues dans la semaine, vous les rattrapez en un repas ou une journée de cheat meal. Donc, c'est vrai que c'est pas l'idéal. La seule chose à la rigueur que vous pouvez faire, et que moi, je suis plutôt fan, hein, c'est plutôt, OK, vous faites un repas plaisir, parce que c'est votre kiff le samedi, par exemple, vous faites un repas plaisir, mais c'est un repas plaisir qui est quand même quantifié en termes de calories. C'est-à-dire que, OK, vous voulez vous bouffer 2 burgers, vous voulez vous bouffer une part de pizza, une glace, OK, mais vous les rentrez dans vos macros, vous les rentrez dans vos calories, et vous savez que le samedi soir, vous avez le droit, par exemple, à un repas à 1500 calories. Donc, à 1500 calories, quand même, ça vous fait quand même pas mal de choses à manger. Et vous mangez ce qui vous fait plaisir, mais en respectant ces 1500, 2000 calories. Et là, c'est un cheat meal qui est finalement contrôlé et qui va peut-être pas empiéter totalement sur le déficit calorique de la semaine. J'espère que j'ai été assez clair. Mais voilà, ça, pour moi, c'est une stratégie qui est beaucoup plus intelligente et qui peut rentrer dans une phase de sociabilité aussi dans la société. Parce que c'est vrai qu'on prend le cas des compétiteurs, quand vous avez 3 mois de préparation, 4 mois de préparation, euh,
et que du coup, vous vous coupez aussi de votre vie sociale. Si par exemple, vous avez une vie sociale le samedi soir, à vous de calculer, mesurer l'écart que vous allez faire pour pas justement dépasser les limites et qui va vous empêcher en fait au final de continuer votre progression dans votre perte de poids. Donc voilà. Et donc, c'est un peu la flexible diète, hein, ce que tu as dit. Donc, Oui, mais ouais, oui, un peu la flexible diète, mais dans le flexible diète, voilà, il y a plusieurs étapes. Moi, je peux comprendre que la semaine, on reste strict et que le week-end, on essaie d'être un peu plus cool. À ce moment-là, la flexible diète peut rentrer il y a tellement de méthodologies en final, et c'est pour ça que c'est très individuel. Et c'est pour ça que je ne serai pas à vous dire, ah le flexible diète, c'est mieux que la monodiète. Non, 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 non. En fait, ça va dépendre de chaque personne. Mais si une personne, par exemple, en début de préparation, lui dit, ouais, mais moi, quand même, le samedi soir, j'aime bien me faire au moins un repas parce que ça me permet de décompresser, de tenir la diète. Ok, pas de souci, mais il faut que ça soit structuré, en fait. Et souvent, le problème des cheat meals, c'est que c'est pas structuré. C'est vas-y, je sors et je dépense 50 euros au McDo et c'est what le game. Et là, ouais, c'est la porte ouverte à tout. Et c'est ça qui va freiner réellement vos progrès, vos écarts. Par contre, si c'est calculé, si c'est là, ça peut rentrer en ligne de compte et ça peut être fait d'une manière plus intelligente. d'accord. Voilà. Ok. Encore une fois, c'est assez individuel. Il y a des gens qui vont préférer la flexi diète. Mais encore une fois, la flexi diète, c'est quoi? C'est 80% d'alimentation où c'est riche en micronutriments et 20% d'aliments plaisir. C'est pas 100% plaisir, hein. Moi, Voilà. j'en connais, ils n'ont pas compris le principe alors, Chris, hein. Je connais, Oui, je sais. je connais deux de tes potes coach, il va falloir leur expliquer un peu, hein. Je ne veux pas te balancer, mais il y en a, il est philippin, il y en a, il est nordiste. Ils n'ont pas trop pigé le principe de la flexible diète. Faut leur expliquer. Je crois qu'ils ont inversé les pourcentages. Moi, j'en ai vu, moi, j'ai du Nutella au petit-déj avec un McDo et j'en vois d'autres. Bon, voilà. Il y a un Ouais, Philippin. ouais. Ils sont hors saison, ils profitent, ils profitent, ils profitent. Ouais, ouais, je connais un Philippin, il profite bien. Il est- mais il est balèze, il est balèze. Alors, question suivante, je la cherche et je la trouverai. Ok, on y va. Que penses-tu de la répartition des séances? Exemple, le matin, un gros muscle et le soir, un petit muscle. Gundil en a dit énormément de bien. Attention, Ouais, ouais. qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense que si tu as le temps de le faire, si tu as la nutrition aussi, parce que du coup, il va falloir bien gérer ta nutrition, avoir suffisamment de glucides, notamment après ta première séance, hein. Là, c'est un cas particulier où vraiment les glucides ont toute leur place après une séance, notamment parce que tu vas renchaîner quasiment quelques heures plus tard une autre séance. Ouais, moi, je trouve ça plutôt pas mal si tu as le temps. Ça fait beaucoup de temps passé à la salle. Moi, perso, ça me gaverait d'aller 2 fois à la salle, mais ça, c'est un avis perso. Après, oui, oui, c'est chose qui peut être pas mal. Ouais, ouais. Ouais. Moi, je suis plutôt favorable aussi. Ouais. Après, c'est très individuel, mais moi, ça me gaverait d'aller 2 fois à la salle, mais oui, oui, sinon, ça peut être une bonne méthodologie. D'accord. Je pense que déjà, la première des choses, c'est qu'il faut pouvoir. Même si ça gave ou pas, il faut pouvoir. C'est quand même assez difficile en ayant une vie personnelle et professionnelle en soi que d'aller 2 fois par jour à la salle. Ensuite, deuxièmement, il faut être très bon en construction d'entraînement parce que ça peut vite partir à la dérive et au surentraînement. Ouais. Donc, Autant autant gagner Gundil, plus. Oui, oui. voilà, donc Gundil, il l'a conseillé. Après, il faut voir pour qui il l'a conseillé, dans quel cas de figure et s'il n'a pas dit que pour lui, c'était bien. Et il a une façon, il s'entraîne chez lui. Voilà, bon, quand on sait un peu qui il est, on comprend que pour lui, il peut le gérer. Et puis, je pense qu'on n'a rien à lui apprendre en termes d'entraînement. Mais voilà, donc, il faut voir ça. Pour moi, personnellement, je pense que ça n'est réservé qu'une petite partie des gens qui vont réserver ce podcast, qu'une petite partie des gens en tireront le bénéfice et pourront le faire. Je l'ai eu fait, 6 jours sur 7, 2 fois par jour, donc la variante, je pense, la plus extrême. J'ai très bien progressé, mais ça a très mal fini, c'est un grand mot, mais je dirais que c'est pas tenable sur le long terme. Parce que gros muscle ou pas, petit muscle ou pas, si tu veux t'entraîner avec efficacité, c'est très, très fatigant.
Je pense que c'est pour ça que là, dans ce cas-là, tu vois, il faut faire des reloads. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire une semaine. Par exemple, tu fais 5-6 semaines d'entraînement comme ça et t'accorder réellement une semaine où tu t'en branles pas une, où tu reviens d'entraînement, ou alors d'entraînement très cool, où tu divises par deux tes charges. Ouais, C'est ouais. vrai que le plus dur, finalement, c'est de gérer sa récupération. Ouais, Parce ouais, que, c'est très, très fatigant. Et bon, pourtant, à l'époque où je le faisais, je faisais vraiment, il y a 2 jours où je faisais que les mollets abdos le soir, par ouais, exemple, tu vois. ouais. Mais bon, même mollets abdos, tu vois, là, nerveusement, physiquement, tu sais quand même du sport, c'est quand même des efforts physiques, voilà, il y a la concentration, tout ça. Et puis le mental, tu fais que ça, quoi. Tu vois, Mm. tu passes, même si tu vas que 2 fois, une demi-heure, ce qui est impossible, 2 fois, 3 quarts d'heure. Bon, bah, c'est que le temps de trajet, machin, c'est quand même quelque chose. Donc, bon, je pense que si tu prépares une compète de niveau, de haut niveau, ok, mais sinon, franchement, pour moi, c'est pas rentable comme compromis. Mm. Voilà, voilà. Voilà. Super. À toi. Euh, très bonne question. Doit-on changer vraiment de training en sèche afin de favoriser la perte de gras? Et c'est Maxime Lé qui me l'a posé. Doit-on changer vraiment de training en sèche afin de favoriser la perte de poids? Alors, je m'y colle ou tu t'y colles? Comme tu veux. Hop, voilà, j'avais disparu, mais c'est bon. Vas-y, je t'en prie, débute. Je Alors, comprends. j'adore cette question parce qu'il y a une doctrine dans la musculation qui dit, je pense que c'est un théorème, on n'a pas encore trouvé qui l'a inventé, qu'il faut changer de programme toutes les X semaines. Voilà. Il y a des gens qui disent, voilà, toutes les 4 semaines, il faut changer de programme, sinon le corps il s'adapte, sinon le corps il s'habitue, tu progresses plus, nanani, nanana. Moi, je suis pas absolument pas d'accord avec cette théorie. Déjà, j'ai pas appris comme ça, j'ai pas fonctionné comme ça. Et c'est pas ce que j'ai lu, enfin bref, rien de tout ce que j'ai appris en 10 ans n'a été dans ce sens-là. Donc pour moi, l'entraînement, ça se change lorsqu'on ne progresse plus ou lorsqu'il y a une adaptation à faire d'ordre du temps ou d'ordre que ça ne va plus. Mais ça ne se change pas sans raison, sous prétexte que toutes les X semaines ou tous les X temps, il faut changer. Mais Pour la, attention, c'est vraiment sur la perte de poids là. voilà, sur la perte de poids, je sais que beaucoup aiment lorsqu'ils démarrent, différencier, changer de programme lorsqu'ils démarrent la sèche, changer de programme lorsqu'il y a la prise de masse. J'ai cette réflexion qui n'est peut-être pas la bonne, tu donneras ton avis et tu corrigeras si besoin. Admettons, je suis à la fin de ma prise de masse, je surveille mes charges, donc je cherche à augmenter mes charges de semaine en semaine, à progresser, ok, je pousse au taquet. Je démarre mon régime, donc je démarre tout juste mon déficit calorique, je baisse ma diète. Donc, le plus gros risque à ce moment-là, c'est de perdre du muscle, on est d'accord, puisque je veux perdre du gras, mais ce que je veux absolument pas, c'est perdre du muscle. Si au même moment où je descends ma diète, je démarre un nouvel entraînement, le problème est que lorsque je démarre un nouvel entraînement, je dois réapprendre la technique d'entraînement, retrouver la technique d'entraînement et retrouver les charges. Ce qui veut dire qu'au début, je ne suis pas efficace. Je ne suis pas ultra efficace et je ne peux pas dire que je suis ultra efficace pour conserver un maximum de masse musculaire. Donc, je déteste changer de programme à ce moment-là parce que pour moi, c'est maximiser les chances de perdre du muscle. Je préfère dire, on garde le même entraînement et du coup, si tu vois que tes performances, elles sont les mêmes ou voire qu'elles montent, ce qui est possible au début de régime quand même, eh bien, c'est super bon signe qu'on est en forme, le déficit n'est pas trop grand, on récupère bien et on progresse. Voilà mon avis. Donc, je n'aime pas du tout changer en début de sèche. Voilà. C'est À toi. une excellente réflexion. Non, non, Merci. c'est parfait parce que justement, en fait, le signal qu'on doit envoyer à son corps, qu'on est en déficit calorique, on est dans un état, on appelle ça catabolique. C'est-à-dire que votre corps cherche votre corps dépense un certain nombre de calories et quand on baisse ces calories, bah forcément, le corps va essayer de puiser cette énergie ailleurs. Alors, ça peut être dans le gras, ça peut être dans le glycogène musculaire, mais ça peut être aussi dans vos muscles. Et le signal qu'on doit envoyer très fort à votre corps, c'est de dire quoi? Attention Coco, ok, je suis en déficit calorique, mais moi, ce que je veux, c'est que tu gardes un maximum mes muscles. Donc, pour ça, il va falloir garder un entraînement, un volume et on va dire une intensité et une tension mécanique suffisante pour dire à ton muscle, attends, Coco, tu te barres pas en vacances, moi j'ai besoin de toi, parce que justement, voilà, on est en train de perdre du gras, mais moi, la seule chose que je veux, c'est qu'on garde ces muscles.
Donc, il faut envoyer un signal très fort à son corps. C'est pour ça que l'entraînement suffisamment, relativement lourd est important. Alors, il y a lourd et lourd, hein. Il y a lourd aussi, attention, surtout en fin de prépa aux blessures, mais essayer de conserver un maximum sa force et des charges relativement élevées pour dire à ton corps, et ne t'inquiète pas, enfin, j'ai besoin de toi, continue à stimuler de la fibre musculaire parce que moi, mon but, c'est de conserver ma masse maigre. Voilà. Et si jamais on dit, OK, je passe au régime et je vais descendre les charges et faire des séries plus longues, eh ben, si vous voulez, la tension mécanique va être moindre et on risque d'envoyer un mauvais signal finalement au corps en lui disant, c'est bon, je travaille un petit peu moins lourd, donc au final, tu peux, j'ai plus besoin de toi en fait, ou du moins beaucoup moins besoin de toi, donc finalement, tu peux dégrader un peu de protéines de toute façon, puisque la tension mécanique, l'effort, les charges que je te demande sont moindres. Voilà, donc là, fais attention. Et moi, je suis plutôt partisan à conserver, on va dire, suffisamment de charges pour conserver son muscle. Alors, c'est vrai que c'est presque un peu contre-intuitif et on aimerait en faire des séries plus longues pour genre dire, allez, je brûle plus. Mais voilà, on va au sport pour se construire, non pour se détruire, comme j'ai toujours. Donc, voilà, la muscu est vraiment là pour vous construire la masse musculaire. Voilà, donc allez toujours au sport, peu importe votre régime, perte de poids, prise de poids, mais vous allez au sport pour vous construire. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit que vous devez avoir. Et ensuite, le reste va se passer dans l'assiette. Voilà. Ou alors parce que vous allez vous dépenser plus, mais en dehors de l'entraînement, vous allez marcher plus longtemps, vous allez faire des tâches ménagères un peu plus actives. Et là, OK, là, vous avez une dépense énergétique un peu plus élevée. Mais en tout cas, l'entraînement doit être fait pour vous construire et non pour vous détruire. Parfait. Question suivante. Que pensez-vous des oléagineux? Ah, excellente question. Et je pense que là-dessus, on va être légèrement pas en opposition, mais on va avoir des avis divergents parce que j'ai changé mon point de vue dessus. Donc, je te laisse commencer, tiens. Ah, je sais pas si on sera divergent, on verra. On va voir, on va voir. Alors, donc, il y a du pour et il y a du contre. Voilà. Je suis assez mitigé. Il y a du contre. Je commence par le contre toujours, parce que j'aime bien finir par le positif. Donc, ce qui me gêne, c'est bien sûr les antinutriments. Voilà, le fait que dans les oléagineux, il y ait beaucoup d'antinutriments en tout genre. D'ailleurs, j'ai tourné une vidéo quand la vidéo sera sortie là, sera publiée sur les antinutriments. Qu'est-ce que c'est en détail? Donc, je vais la publier. Bref, donc voilà, ça me gêne sur l'aspect santé et au final, même sur l'aspect diète et résultats, puisque les antinutriments vont impacter négativement les résultats. Donc, et je précise que même si on les fait pré-tremper, ce qu'on va conseiller, même si vous les faites pré-tremper, il en reste quand même. On ne peut pas enlever tous les antinutriments, quoi qu'il arrive. En tout cas, moi, je ne connais aucune méthode capable d'enlever tous les antinutriments. Peut-être que toi, tu en connaîtras. Mais donc voilà. Après, quoi qu'il en soit, il reste que si les oléagineux sont de qualité, à savoir bio pour moi, il y a quand même des choses intéressantes dedans, notamment voilà, tout ce qui est amandes, noisettes, noix de Grenoble, il y a des oméga 3, il y a des oméga 9, enfin, il y a des oméga, il y a du sélénium, enfin, il y a des nutriments qui sont intéressants, il y a un petit peu de fibres, voilà. Donc, ça reste des aliments qui sont quand même relativement diététiques et intéressants. Donc, on peut en utiliser, mais je dirais vraiment, contrairement à avant, où on avait tendance à en consommer 60 grammes, peut-être même 100 grammes par jour pour certains, d'y aller vraiment avec parcimonie, j'adore ce mot, d'y aller avec parcimonie et de consommer voilà, 10-20 grammes par jour, de les faire pré-tremper, ça suffit et encore pas tous les jours par rapport aux antinutriments. Voilà, à toi. Ok, alors on sera d'accord sur le fait de ne pas en consommer des grosses quantités, par contre. Alors, il y a plusieurs points à voir en fait sur les oléagineux. D'une, c'est vrai que la plupart sont très riches en acides gras polyinsaturés, notamment en oméga 6. Et on sait que bah, voilà, ce n'est pas génial d'avoir beaucoup trop d'oméga 6. Et c'est vrai que la plupart, malheureusement, ont beaucoup d'oméga 6. Il y a peut-être la noix de macadamia, la noix de macadamia qui est quasiment constituée quasiment que de graisse monoinsaturée type oméga 9. Donc la noix de macadamia ne poserait pas trop de problème. Je crois la noisette, c'est pas mal aussi. Hein. La noisette, ouais, ce que j'allais dire, la noisette, je crois qu'il est pas mal. Après le reste, il faut vraiment consommer pas des trop grosses quantités.
Donc voilà, déjà ça pose un problème. Voilà, le fait qu'il y ait pas mal d'antinutriments, un peu comme les céréales complètes aussi, c'est voilà. Donc les faire tremper toute la nuit, ça peut être pas mal aussi pour enlever une partie. Voilà. Et puis il faut pas oublier aussi que les oléagineux sont quand même des aliments hyper caloriques, mais vraiment Ouais. hyper. Et au niveau satiété, ça prend pas beaucoup de place, c'est tout petit. Donc au niveau bol alimentaire, c'est assez faible. Et au final, ça ne cale pas vraiment. Il faut être honnête, hein, en régime, c'est pas parce que vous allez bouffer 20 grammes d'amandes ou de noix que vous allez être calé. Donc le bol est assez faible. Et au final, c'est très calorique. Et donc au régime, c'est pas hyper rassasiant, je trouve. Tu vois, même si c'est riche en fibres, la quantité est quand même le volume est tellement bas que c'est pas top. Et au niveau des bonnes graisses, moi, je préfère privilégier des œufs entiers, donc garder les jaunes d'œufs et manger peut-être 10-12 œufs entiers par jour, qui seront aussi extrêmement riches en vitamines, minéraux, oligo-éléments et tout ça, qui seront plus rassasiants, du coup, parce qu'un jaune d'œuf, c'est juste 5 grammes de lipides, hein, c'est pas énorme. Donc, voilà, je préférais privilégier, par exemple, garder tous mes jaunes dans ma diète et au détriment justement des oléagineux, plus virer les oléagineux, ou alors on conservait vraiment très très peu au profit en fait des œufs. Donc voilà, c'est un exemple typique, mais grosso modo, concrètement, c'est ce que je préférais. Et comme nous, on veut privilégier un maximum les glucides pour avoir plus d'énergie, pour plein de choses, au détriment peut-être d'avoir un excès de lipides, donc, du coup, il reste plus beaucoup de place au final pour les oléagineux. Dans mon cas, Mm. en tout cas. Voilà. Et puis, je pense aussi qu'on l'a pas dit, c'est un truc où tu as tendance à, quand tu en manges 5, vouloir en manger 10, 15, 20. C'est pas faux. Tu te C'est dis, pas c'est faux. pas grave parce que c'est petit. Enfin, c'est très addictif comme Ouais, c'est aliment. vrai. C'est vrai. Et c'est vrai que le peu que j'ai qui en ont dans leur diète, souvent les écarts, c'est sur ça. Ouais. Le pire pour moi, tu sais, c'est quoi? C'est quand c'est réduit en purée. Ah ouais, Oh, purée d'amande, purée noisette, mais je boufferais ça à la cuillère tellement que c'est bon, quoi. C'est ouais, pas t'arrêter. Ouais. très, très bon. Ouais. Très, très bon. Mais voilà, donc c'est pour ça que par rapport à tout ça, je sais que c'est très populaire dans les diètes de sportifs, du fitness. C'est vraiment voilà, les oléagineux, les amandes, les noix, le beurre de cacahuète qui n'est pas un oléagineux, on vous le répète, hein, c'est un légumineuse. Hein. Et tout ça, c'est vrai que c'est extrêmement populaire, mais nos avis par rapport à l'expérience, par rapport à nos retours, par rapport à tout ça, finalement, attention parce que c'est pas si top que ça au final. Voilà. On peut en consommer un petit peu, mais voilà, comme tu as dit, ça peut être très vite addictif, on peut très vite pas contrôler, puis c'est tellement hyper calorique, bonjour, quoi. 100 grammes, c'est rapidement 600 calories, quoi. Ouais. Donc, waouh, ça pique. Hein. Pour 600 calories, vous pouvez en bouffer des patates. Hein. Ça vous fait bouffer Ouais, 600 calories, ça vous fait bouffer 800 grammes de pommes de terre. Quoi. 800 grammes de pommes de terre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand vous bouffez 800 grammes, quasiment 1 kilo de pommes de terre, je peux vous dire que vous avez vraiment plus faim. Quoi. ouais, c'est Donc, clair. côté origine notamment, à prendre en compte. On est en prise de masse, bon, ok, c'est peut-être un peu plus, ça passe un peu plus, mais voilà. Donc, attention à pas trop en abuser, je pense. Question suivante. Allez, dernière question. C'est à toi ou moi? C'est à toi. J'ai posé les oléagineux. Ok. Est-il indispensable de faire du squat pour se muscler les jambes? Ah, j'aime bien cette question. Ouais. Et c'est Youyou Barou qui pose la question. Youyou, il est mignon. Alors, je sais pas qui c'est, mais voilà. Donc, est-ce que c'est indispensable de faire du squat pour se muscler les jambes? Je te laisse commencer parce que je termine. Indispensable, non. Je pense qu'aucun exercice déjà est indispensable. Donc, ce mot ne devrait pas exister. Après, efficace, c'est autre chose. C'est un autre mot, c'est une autre question. Ça dépend des gens. Il y a des gens chez qui le squat va très bien fonctionner, comme moi, par exemple. Je crois que chez toi aussi, d'ailleurs. Voilà, parce qu'on a des très gros fessiers, on n'a pas le fémur hyper long. Enfin bref, on est fait pour faire du squat et en soi, ça pose pas de problème. Mais il y a des gens chez qui ce sera pas du tout adapté, notamment ceux qui sont très grands ou ceux qui ont tout ce qui est lordose, scoliose. Enfin bref, voilà. Donc c'est vraiment, vraiment au cas par cas, en fonction des points forts, des points faibles, et en fonction de la possibilité, de la souplesse de cheville, la souplesse de hanche. Enfin, tout un tas de choses et aussi du niveau parce que autant j'adorais le squat,
autant arriver à un certain niveau comme à la fin de ma prépa, je commence à plus l'aimer du tout. Parce que quand tu arrives à une certaine charge, et bah, tu sens que c'est soit ça passe, soit ça casse. Voilà, et que au moindre faux mouvement, le jour où tu es un peu moins concentré, il se passe un truc, bah, quand tu as 180, 200 kilos sur le dos, bah, le jour où ça lâche, bah, tu es foutu, quoi, c'est fini. Donc, franchement, j'adore ce mouvement, c'est mon préféré, pour te dire. C'est vraiment le mouvement que j'adore. J'adore ces séances, c'est des sensations uniques. Et puis porter voilà, 180, 200 kilos comme ça, tu te sens puissant, un guerrier, mais voilà, je suis, je suis mitigé. Donc, vraiment, vraiment, vraiment au cas par cas, quoi. Voilà. Ouais. En fait, à chaque fois que vous allez choisir un exercice, il faut toujours mesurer les bénéfices et les risques que vous allez retirer de cet exercice. Ça, c'est un Ouais. truc, voilà, tu l'as expliqué juste avant. Ça va dépendre évidemment de votre morphologie, de votre souplesse, de votre mobilité. Au niveau de la morphologie, voilà, ça dépend aussi peut-être de la longueur de votre fémur. Voilà, je prends Lauralis parce que c'est un cas particulier. Elle n'est pas faite pour faire du squat. Elle a un fémur très très long. Elle a des très longues jambes qui sont magnifiques, mais du coup, pour le squat, elle n'est pas du tout adaptée à ça. C'est-à-dire que elle se penche littéralement complètement en avant quand elle fait du squat et en plus elle a manque de souplesse et de mobilité pour le squat. Donc pour le coup, c'est vraiment pas un mouvement adapté et ça le fait plus mal du coup dans le bas du dos qu'autre chose et puis elle a une flexion qui est limitée du coup. Donc pour elle, par exemple, c'est pas du tout adapté. Cas contraire, moi par exemple, c'est vrai que j'ai une très grande mobilité parce que voilà, j'ai une assez bonne souplesse due à mes 20 ans d'arts martiaux, etc. Et c'est vrai que je suis très à l'aise au squat et voilà. Quoi qu'il en soit, je fais quasiment plus de squat parce que j'ai vu par exemple que les fentes, alors il y a différents types de fentes, hein, il faut trouver celle qui vous convient le mieux, mais les fentes avaient pour moi donc, des fentes avec des plétions, je crois, déplétions, je crois, quand tu as le pied avant aussi surélevé, je ne sais pas comment ça s'appelle, ouais. Ça peut pas être dépression déjà, ça doit être Non, dépression. déplétion, je crois. Je crois, c'est pas ça, je suis désolé, c'est pas la peine de m'insulter dans mon message, enfin vous pouvez, remarque. Donc voilà, me permet d'avoir une très grande amplitude et de sentir beaucoup plus mes quadriceps et mes fessiers, par exemple, où là, j'ai des sensations incroyables que je n'ai pas au squat. Que je n'ai pas au squat. Donc c'est vrai que je m'oriente de plus en plus, par exemple, sur les fentes pour mes quadriceps. Donc vous voyez que le squat, d'une, n'est pas indispensable ni pour avoir des grosses cuisses, et deux, ça va dépendre encore une fois, comme tu l'as dit très bien, de chacun, aussi de plaisir, de sensation. Après, c'est un mouvement que vous adorez faire. Faites-le parce que si vous aimez le faire, si vous avez des très bonnes sensations, c'est super. Ça veut dire qu'il est fait pour vous et que vous allez sûrement vous dépasser vos limites et donc quelque part progresser. Voilà. Après, c'est un Et mouvement que vous n'aimez pas faire parce qu'il vous fait mal, parce que vous n'avez pas de sensation, vous prenez tout dans les fessiers. Pas de souci, changez. Il y a d'autres exercices qui vont être aussi efficaces, donc il n'y a pas de problème. Dis-moi, Anthony, tu veux dire quelque chose? tu as dit un mot qui m'a interpellé et du coup, j'ai envie de revenir dessus. C'est quand tu dis si vous avez de très bonnes sensations. Est-ce que, c'est pas une question piège, hein, est-ce que selon toi, du coup, quand tu as une bonne sensation sur un exercice, c'est qu'il est efficace, forcément? Ça veut dire que tu as un bon recrutement moteur, en tout cas sur l'exercice, sur tes muscles que tu cibles. Donc, c'est plutôt bon signe, hein. Quand tu as une bonne sensation sur un muscle, tu as une bonne connexion cerveau-muscle, justement, la fameuse connexion cerveau-muscle. Et ça veut dire aussi que si tu as des bonnes sensations, ça veut dire aussi que tu vas sûrement dépasser tes limites parce que tu le kiffes le faire, tu vois. Moi, j'ai des mouvements, j'adore faire, j'ai des super sensations et je sais que je vais me donner à 200% dessus, quoi. Et il y a des mouvements où peut-être la contrainte, généralement, je les élimine au fur et à mesure. Ça m'arrive d'ailleurs parfois même d'y revenir pour voir si les sensations n'ont pas évolué, pardon. Mais généralement, quand tu as une mauvaise sensation, un mouvement, si tu as un tiraillement au niveau des lombaires, je ne sais pas, c'est pas bon signe. Ou alors, ça veut dire que tu as des muscles périphériques qui sont faibles, qu'il va falloir les bosser. Mais généralement, quand tu as un exercice que tu sens bien, c'est plutôt bon signe et ça veut dire qu'il est peut-être plus adapté à toi ou quelque chose comme ça en tout cas. Donc moi, c'est plutôt bon signe pour moi. Tu as peut-être une autre vision toi, mais voilà. Non, en fait, je suis assez d'accord. Le problème, c'est que pour nous, je pense que pour nous, entre guillemets, sans qu'on se vante, mais en tant que professionnel, qu'on s'entraîne depuis des années, et on sait vraiment s'entraîner, heureusement, parce qu'on coach des gens. Donc, si on ne savait pas s'entraîner, c'est quand même grave. Mais après, et le phénomène de, non, pas le phénomène, le terme sensation, il est clair, mais j'ai peur que pour les gens, parfois, il soit confus. Parce que, par exemple, si je fais 100 curls biceps avec 4 kilos,
j'ai de très bonnes sensations. Est-ce que pour autant, je vais prendre du muscle? Tu vois, enfin, si je travaille en congestion, voilà, tu as compris le principe. Donc, et du coup, parfois, j'ai un peu de mal avec ça parce que si par exemple, je veux de bonnes sensations sur les pecs, je vais faire que des séries très longues, des mouvements unilatéraux et tout. Est-ce que pour autant, je vais prendre des pecs si je fais que des très longs et tout? Non, en tout cas, sur moi, ça marche pas. Donc, C'est pour ça qu'il faut prendre, qu'on change d'exercice, il faut prendre vraiment la charge qu'on prend habituellement, entre guillemets, quoi. Enfin, c'est sûr, comme tu dis, quand on travaille très léger, c'est pas toujours la même sensation qu'on travaille très lourd sur le même exercice. voilà, mais c'est pour ça que je pense que, c'est encore plus faussé quand on est un pratiquant naturel, on s'exprime quand même principalement, les gens qui nous écoutent, c'est des pratiquants naturels. Et il y a une chose que souvent on mélange, c'est la sensation, la congestion. Et on se dit, enfin, pas nous, mais beaucoup se disent, notamment mes clients, bah, j'ai pas bien congestionné, je congestionne pas à fond, donc je vais pas avoir de résultats. Ou alors au contraire, ouais, j'ai une super congestion, je vais avoir des résultats. Mais la congestion, c'est pas un réel facteur de progression musculaire. C'est un bon indicateur de recrutement et de sensation. Voilà, c'est un bon, j'ai perdu mon mot, un bon indicateur, mais c'est pas un repère de progression. Tu vois, enfin, selon moi, c'est pas parce que j'ai bien congestionné que ma séance, mon exercice, ma série est forcément efficace et je vais forcément prendre du muscle. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais. c'est Alors, un peu ouais. confus, quoi. Non, c'est pas confus. C'est vrai que, comme tu dis, c'est vrai que tu as repris la série où tu en fais 50. C'est sûr que si tu fais 50 répétitions sur un mouvement, tu vas plus conditionner que si tu en fais par exemple que 6. Ça, c'est clair et net. Voilà, bien sûr. Voilà, ça, c'est sûr et certain. Après, il y a quand même des exercices où tu sens un certain confort. Alors, je ne parle pas de volume de répétition, mais je parle plus de confort d'exercice. Tu vois, je me suis Mm. peut-être mal exprimé tout à l'heure. Donc, c'est vraiment sur le confort de l'exercice. Vous avez quand même des exercices où vous sentez que le confort n'est pas le même. Si vous prenez par exemple les curls à la barre droite, ou vous prenez des curls haltères, peut-être que l'un ou l'autre, vous allez avoir un certain confort. Moi, par exemple, je suis plus confortable quand c'est des haltères que c'est une barre aussi figée, aussi fixe, tu vois. Donc, je sais que je vais peut-être prendre plus de plaisir à faire aux haltères que faire peut-être à la barre. Tu vois, c'était plus dans cette dynamique-là que le nombre de reps en congestion. Tu vois. Non, non, mais je pense que, ouais, pour nous, je pense que c'est assez clair, mais voilà, j'ai peur que parfois, et surtout moi, moi, toi comme moi, on a beaucoup regardé les vidéos des professionnels, d'Arnold, tout ça, en rêvant. On a vu Arnold qui te dit que, voilà, si tu vois ton biceps, tu l'imagines gros comme une montagne, il va devenir énorme comme une montagne. Mais ça marche pas. Voilà, ça marche pas comme ça, du moins. C'est très important, la visualisation, le recrutement. Oui, la congestion, ça fait plaisir. Mais voilà, j'ai des clients parfois qui me disent, Anto, ça marche pas. Quand je sors de la salle, mon muscle, il est plus congestionné, tu vois, une demi-heure après. Mais c'est pas grave, ça. Ne vous focalisez pas sur la congestion parce que déjà, quand on prend des produits, la congestion, elle est multipliée par 1000. Donc, vous n'aurez jamais la même congestion que les pros dans les vidéos. Ce sera très difficile. Et en plus de ça, c'est pas un indicateur direct de bonne séance ou de prise de masse musculaire. Enfin, pas un bon repère, quoi. Voilà. Oui, ça fait partie ça fait partie quand même des facteurs, c'est pas le premier facteur en tout cas. Ça, c'est clair. Voilà, ouais, c'est pas l'essentiel. Voilà. On va bientôt vous quitter, mais vous avez peut-être entendu des bruits et je vais vous montrer mon ours qui est là. Regardez. Oh putain. Voilà. Voilà. Donc, c'est le chien le plus stressé du monde. Lui, il a La, toute cortisol à zéro, je pense. Tiens. Donc, voilà, les couilles à l'air. il passe sa journée dans cette position, j'ai C'est ça. l'impression. Bon, bah, écoute, voilà, on va vous quitter là-dessus. Sur cette merveilleuse image, hommage à tous les véganes. Donc, voilà. Bon, on vous dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, commenter, de partager. Et puis, on vous fait des gros bisous. Ouais, merci à tous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À plus, Salut, bye bye. Anto. Ciao. Ouais.